Bonjour et bienvenue à tous sur Between. Aujourd'hui, sur le plateau, nos invités vont nous parler des rapports qu'entretiennent les nouvelles technologies avec l'art. Est-ce que c'est un frein? Est-ce qu'au contraire, c'est un progrès? Nos invités sont là pour en parler. Grégoire Debuire, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour la société Artmin, que vous allez nous présenter peut-être brièvement en quelques mots. Alors Artmin, c'est une société qui est née en 2011. Enfin, la société a été créée en 2016, mais c'est un projet qui est né en 2011, qui est issu de l'EPFL. L'EPFL, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, une école suisse dont les ingénieurs sont connus parce qu'ils sont très forts pour le traitement des données. Et le projet visait à améliorer la visualisation des œuvres d'art sur écran. Et à partir de là, il y a une multitude de développements. Et aujourd'hui, il y a un scanner de très très haute définition qui permet donc de scanner des œuvres d'art et de générer des images 5D interactives, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et des vidéos guided tour, des vidéos qui sont immersives, qui permettent de rentrer dans les œuvres d'art. Donc ça permet non seulement d'avoir l'œuvre sous les yeux, enfin comme si on l'avait entre les mains, et en même temps de regarder peut-être les sous-couches, les détails de l'art. Exactement. Il y a deux grandes familles, on va dire, de services d'utilisation. La première famille, c'est tout ce qui est expérience, promotion, marketing, etc., réseaux sociaux, bon, voilà. Et puis la deuxième famille, c'est tout ce qui est expertise, sécurité, transparence. Notamment la provenance de l'œuvre, j'imagine, savoir si une œuvre doit être vendue ou quelque chose comme ça. Alors, état précis de l'œuvre, ce qu'on appelle condition report, rapport de conditions, visualisation très très précise de l'œuvre, des sous-couches. Enfin, les sous-couches, ce sera bientôt parce qu'on va voir les infrarouges. En UV, absolument. On peut voir en UV. Et puis vraiment une perception, je vais vous montrer, mais c'est une perception qui est unique au monde. Oui, alors montrez-nous justement. Alors, je vous montre tout de suite. Très bien. Donc ici, je vais vous montrer un certain nombre d'objets, par exemple, qui ont pu être scannés. Donc je vais prendre cet objet, qui est une mandorle en ivoire, qui date du XIIe siècle. C'est un travail espagnol qui était sur une reliure. Et cet objet, qui est petit, qui fait 12 cm de haut, vous allez voir qu'on l'a scanné en très très haute définition. Ah oui, c'est formidable. On le voit presque mieux qu'à l'œil nu en fait. Absolument, absolument. Comme avec une loupe. Et alors, donc là, ça sont les deux dimensions. C'est la plus haute résolution interactive au monde. Et je vais vous montrer maintenant la troisième dimension. Donc là, ça permet de voir toute la matière, tous les petits défauts, les petits tout. La colorimétrie, la topographie et la reflectance, si on veut être précis. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Et là, vous voyez, d'un simple geste du doigt, je fais pivoter l'objet. Et je peux carrément aller naviguer dans l'objet, d'ailleurs. Je ne sais pas si on arrive à bien voir. Est-ce que ça, c'est accessible, cette vidéo est accessible à tout public? Alors ça, c'est pas une vidéo, c'est une image 5D interactive. Oui. Si on va sur le site d'Artmin, on a effectivement accès à toutes ces images où on peut jouer avec. Donc on peut le faire depuis son portable, avec un écran digital, depuis une tablette, un ordinateur avec une souris ou avec un pavé digital. Enfin, c'est vraiment multi-support. Oui, c'est assez exceptionnel. Et alors, oui, je ne vous ai pas encore tout montré. Donc on peut faire, vous voyez, avec le doigt, comme ça, je fais pivoter l'objet dans tous les sens, un peu comme si je l'avais dans les mains. Oui. C'est ça l'idée. C'est de rendre les sensations qu'on a quand on a un objet dans les mains, mais à travers un écran. Et alors la deuxième chose... Les sensations, donc vous direz qu'en fait ça offre une expérience vraiment émotionnelle, c'est-à-dire comme si on avait l'œuvre entre les doigts. Exactement ça, une expérience émotionnelle. Et d'ailleurs la première chose qu'on fait quand on travaille dans le marché de l'art et qu'on est face à une œuvre d'art, c'est qu'on a envie de la prendre dans les mains, toujours. D'ailleurs c'est très frustrant quand on va dans un musée parce qu'on ne peut pas la prendre dans les mains. Oui. Donc on a l'habitude d'avoir les objets dans les mains. C'est presque mieux que dans un musée finalement. Alors, c'est un outil qui peut servir aux institutions culturelles, comme au marché de l'art, aux transporteurs, aux ports francs. Enfin, c'est multi-usage. Mais effectivement, pour les institutions culturelles, il y a pas mal d'utilisations possibles. D'accord. Et donc, pour terminer, parce que là, je vous ai montré les 3D, et ce sont des images 5D interactives. Si j'appuie ici sur la petite lampe, avec le doigt, je fais varier la lumière, la luminosité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les images sont prises avec diverses directions. Vous avez quand on prend les photos, si vous voulez, on illumine différemment l'objet. Vous avez une lumière frontale, des lumières rasantes, etc. Ce qui permet de restituer vraiment les sensations que vous avez quand vous regardez une œuvre d'art et que vous l'avez dans les mains, que vous la faites pivoter pour sentir la lumière, vous voyez, qui joue sur la surface. Là, je fais ça et hop. Vous sentez le jeu de la lumière et puis vous voyez ce petit réau de matière qui a permis au peintre Tiepolo, en l'occurrence, de la toucher. de donner vie à son modèle. Et là, je peux faire varier. Alors,
J'aimerais avoir une réaction de Robert Zuilly, bonjour, qui est Bonjour. président de Profil, qui va nous présenter en quelques mots son activité, qui est assez passionnante. En fait, ça fait 15 ans qu'en tant que psychologue clinicien, Mhm. j'accompagne des entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines. Et j'ai réalisé combien les émotions étaient au cœur de la relation à l'autre. Mhm. Et que bien souvent, on utilisait l'alibi de la compétence pour dire que quelqu'un ne convenait pas, alors que finalement, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de qualité de lien. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de dire qu'on pouvait identifier à travers des modèles théoriques, on pouvait identifier la capacité des personnes à bien s'entendre avec les autres, dans la mesure où ce qui fait la richesse du lien, c'est la qualité des interactions émotionnelles. Donc vous réagissez vraiment sur l'émotionnel. Alors quelle est votre sensation quand vous entendez par exemple quelque chose comme ça, quand vous voyez qu'on peut avoir une œuvre et avoir toutes ces sensations via un écran d'ordinateur ou de tablette? Il y a déjà une chose qui me fait réagir, c'est que vous avez spontanément tous les deux utilisé le mot sensation. Oui. La sensation, c'est un des éléments, un des registres qui appartient à la sphère de l'émotion. Il y en a d'autres, c'est l'état émotionnel, c'est le ressentiment qu'on peut avoir qui est plutôt négatif. Donc si on va voir une toile, on n'a a priori pas de ressentiment, ça peut en générer si ça se trouve. Et puis il y a des sentiments et tout ça fait que face à une œuvre d'art, les différents éléments jouent un rôle qui dépend de notre structure émotionnelle. Mais en tout cas, un élément qui est clé, et donc spontanément, vous avez accès sur la sensation. La sensation, c'est le rapport physique qu'on pourrait entretenir avec la matière. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le rendu qui est obtenu nous donne l'illusion de pouvoir toucher la matière. Et ça, en termes de sensation et en termes d'émotion qu'il peut y avoir derrière, qui peut être suscité, le premier élément, c'est ça a un effet waouh. Ça crée une surprise. La surprise, c'est un état émotionnel qui fait que déjà, ça donne envie à celui qui regarde d'aller plus loin, de découvrir. Alors est-ce qu'on est ému en premier par l'œuvre ou par la technologie? C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que ça pose la question du fond et de la forme. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec les nouvelles technologies, c'est qu'elles peuvent vous permettre justement de mettre en valeur le fond, qui est la toile en elle-même. Maintenant, il ne faut pas que ça vienne trop au-devant, parce que ça vous fait oublier l'intérêt que vous avez pour l'œuvre en tant que telle. Mais ça, c'est le propre de toutes les nouvelles technologies qui créent cet effet d'attraction qui est extrêmement positif, mais qui peut nous détourner de nos sensations véritables, c'est-à-dire celles qu'on aura quand on sera face à l'œuvre si on l'achète. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas un rapport presque d'imposture pour la personne, parce que ça peut créer un effet déceptif quand elle a l'œuvre, elle se dit « Ah oui, c'est juste ça ». Vous voyez, quand vous rentrez, non mais c'est une caricature presque. Ça donnerait une image encore meilleure de l'objet en question. Parce qu'il y a des gens, tous les petits détails. Il y a des gens qui sont émotionnellement sensibles à cet écart qu'il peut y avoir entre la perception et la réalité. L'émotion, elle a un facteur extrêmement particulier, c'est qu'elle nous fait construire notre propre rapport à la réalité. Il n'y a pas une seule réalité. Il y a notre réalité qui est le fruit de nos ressentis, lesquels sont connectés à nos émotions. Donc l'émotion que je vais avoir va constituer un filtre entre la réalité et moi. Si l'émotion que je ressens, qui est liée au facteur numérique, quand je vais voir l'élément en vrai, il n'y aura plus ce facteur-là. Et donc, ça pourrait, selon les personnes, créer un élément déceptif. Pour d'autres... Et selon les objets aussi, je pense. Et selon les objets. Mais après, on verra peut-être, mais on a chacun des grilles de lecture très différentes dans le rapport à l'émotion. Grégoire, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Alors d'abord, je suis très impressionné. J'aime bien la façon de décrypter comme ça les émotions. C'est passionnant. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. La technologie peut effectivement avoir le rôle dont vous avez parlé. Elle peut aussi permettre de renouveler le regard sur des objets, c'est-à-dire qu'on peut voir des choses, notamment la matière, qu'on ne voit pas spontanément, notamment si on n'est pas soi-même un historien de l'art, par exemple. Et moi, je suis frappé par le fait que dans la médiation culturelle, à mon sens, on ne parle pas assez de la matière. Alors, je ne veux pas focaliser sur la matière. La technologie permet plein d'autres choses que de voir la matière. Ce n'est pas limitatif. Mais c'est quand même un aspect important. Un artiste, quand il peint une toile, il a quand même un rapport de proximité avec la matière. Il y a une forme d'intimité avec la matière. Quasiment charnelle, exactement. Et c'est vrai que je suis frappé par le fait que c'est assez peu, à mon sens, mis en avant.
et je trouve que la technologie permet de repositionner un peu ce rapport. Oui. Ouais, je trouve que c'est important. Et la deuxième chose. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. La deuxième chose, c'est que pour abonder ce que vous dites, effectivement, il y a une utilisation donc, de l'image 5D interactive que je viens de montrer, qui peut avoir un côté ludique. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi un côté très fonctionnel pour des gens qui veulent acheter une toile, des experts ou des amateurs en général. Mais on génère également, et je vous montrerai peut-être après si vous voulez, ce qu'on appelle des vidéos immersives, qui sont des vidéos sur lesquelles on met une musique, émotion, mais sur lesquelles on met également des textes, des commentaires. Et là, on a un outil de médiation culturelle qui permet de vulgariser éventuellement, en tout cas de faire comprendre vraiment ce qu'est l'œuvre. Et je pourrais vous montrer des exemples. Je pense que c'est assez efficace pour faire musique en plus comme élément qui suscitera en plus une émotion. Ouais, la musique, on va dire que c'est assez anecdotique, mais surtout on peut mettre des commentaires et ça permet vraiment de lier l'image, la matière, l'histoire de l'art, de lier tout ça. Donc quelque chose qui est assez dense. Pas seulement en termes d'émotion, mais en termes de discours. Alors Benoît Coffin, bonjour. Je vous suis assez intéressé par ce qui est dit et pour cause, puisque vous êtes consultant art et technologie chez Alfie Partners. Exactement. Voilà. Alfie Partners étant une société qui travaille dans le secteur de la gestion d'actifs. Et à côté, je continue d'accompagner certains acteurs du marché de l'art, notamment les maisons de vente, dans leur transition, on va dire, digitale. Pour rebondir justement sur vos propos, c'est vrai que historiquement, le marché de l'art et le monde de l'art est lié à des lieux physiques, encore aujourd'hui, aux galeries, aux maisons de vente, aux foires. Parce que traditionnellement, ce sont les seuls à pouvoir créer des hétérotopies, c'est-à-dire que des univers dans lesquels va pouvoir se créer l'émotion, cette émotion étant bien souvent à l'origine du processus d'achat. Et je pense que encore longtemps, le marché de l'art sera lié à ces lieux physiques. Cependant, et je crois que le grand potentiel ici d'Artmin, c'est essayer de combler ce trou qu'a aujourd'hui le digital et cette incapacité qu'il a à pouvoir générer en fait de l'émotion à la personne qui a accès à cet art via les différents canaux numériques qui existent aujourd'hui. Et alors, j'aimerais que vous nous parliez d'un concept que je pense vous maîtrisez bien, qui est le blockchain. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi personnellement, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à vous recevoir, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que le blockchain, en quoi ça joue un rôle là-dedans justement. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est de le remettre dans la caisse à outils qui est digitale, qui était aujourd'hui à disposition des acteurs du marché de l'art. Pour reprendre en moins d'une minute, donc on a eu le web et Internet qui a permis de nous mettre tous ensemble en réseau. Nous avons eu ensuite le cloud qui a permis d'avoir accès à distance à une information et de pouvoir justement le stocker. Vient ensuite la blockchain dont la vocation est à la fois de mettre en place un système décentralisé et de pouvoir rendre une information sûre et immuable. Ensuite, on a eu tout ce qui est la big data qui nous permettra en fait d'avoir accès à un stock d'informations extrêmement large puis de pouvoir l'analyser. Vient ensuite tout ce qu'on appelle au sens très large l'intelligence artificielle, avec à l'intérieur ce qu'on appelle le machine learning et à l'intérieur le deep learning. Et en général, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle aujourd'hui en fait de deep learning. Et enfin vient ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, qui est en fait le rapport entre les objets physiques et Internet. Il y a deux types, il y a les objets qui sont natifs, à savoir qui sont par nature connectés, comme un téléphone portable, ou nombreux objets d'art qui ne l'étaient pas, puisqu'ils sont apparus avant toute la révolution numérique. Et donc, en fait, si je voulais résumer ce qu'est un blockchain pour être assez simple et le faire pour vraiment un néophyte, je dirais que c'est une base de données. Oui. C'est ça, c'est une base de données dans laquelle les informations se regroupaient soit dans un blockchain qui est par exemple privé, où il n'y aurait que quelques utilisateurs qui y aurait accès, ou alors un blockchain public où là, c'est des informations qui circulent un petit peu plus librement. Ça rejoindrait ce que disait Grégoire de Buer tout à l'heure, c'est-à-dire que ça permettrait une transparence de l'information. Par exemple, si on vend un objet, est-ce qu'on a toutes ces caractéristiques? Est-ce qu'on a les petits aléas, les petits coups de, je ne sais pas, des choses abîmées qui peuvent y avoir sur une œuvre? Est-ce que ça va rester par exemple dans la blockchain? Voilà, exactement.
En fait, par rapport à l'information, ça va me permettre, moi, lorsque je souhaite acquérir une œuvre, d'avoir accès à une source de données qui ne proviennent pas justement de la personne qui vend, parce qu'aujourd'hui, si je me réfère aux différents certificats d'authenticité, ils me sont fournis par l'acquéreur, Oui. donc qui a la même partie que la personne qui me souhaite vendre l'objet. Là, j'aurai accès justement à une base de données qui est tierce partie dans ce cadre-là. Et pas centralisé, quoi. Qui n'est pas décentralisé. C'est complètement décentralisé. Qui est donc, en fait, le gage de son immuabilité. Ça, en fait, va jouer un rôle majeur dans les décennies à venir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les échanges entre nous tous sont en train d'accélérer de manière exponentielle et que finalement, dans quelques décennies, lorsque je vais recevoir une information, quelle qu'elle soit, non seulement je n'aurai peut-être plus le moyen de le traiter par les moyens actuels, et en plus cette information sera passée par tellement de nœuds différents et de personnes différentes que j'aurai aucune garantie que l'une des parties qui aura eu cette information ne l'aura pas modifiée avant de la transmettre à une autre partie. Et c'est à cette question et cet enjeu que cherche à répondre la blockchain. D'accord, je comprends bien. Et alors Robert Zully, quand vous entendez quelque chose comme ça, est-ce que vous ne dites pas finalement que cette mémoire virtuelle ne va pas un petit peu ternir ou abîmer l'émotion? Est-ce que ça ne joue pas un rôle un petit peu de... Parce qu'on est quand même dans de l'art, donc dans de l'émotionnel, dans quelque chose de charnel. Est-ce que ça ne vient pas... Mais je pense que peut-être il faut dissocier cet acte-là de l'acte de l'observateur qui a une interaction émotionnelle avec l'œuvre d'art, même si elle est passive, puisqu'il faut considérer à ce moment-là que l'œuvre d'art est un miroir dans lequel on se reflète et qui émotionnellement va générer des choses qui nous sont spécifiques. Oui. Deux personnes similaires, enfin différentes, ne vont pas ressentir les mêmes émotions face à une même toile. C'est sûr. Pourtant, elle est la même. Ce que j'entends là, c'est qu'on est dans un processus de sécurisation. Alors ça répond à une autre émotion, en fait. Ça répond à une émotion qui est la peur. C'est-à-dire que quand on met de la traçabilité, quand on simplifie l'historique d'une œuvre d'art, ça a un effet de réassurance pour celui qui le regarde. C'est-à-dire qu'il sait qu'il investit dans des conditions qui sont sécurisées. Et donc, ça répond à un besoin de contrôle qui est important chez certaines personnes. Il y en a d'autres, elles vont fonctionner à l'instinct. Elles vont peut-être même pas regarder dans le détail les certificats d'authenticité quand elles les achètent dans un lieu physique. Je ne sais pas si ça arrive, mais je pense que on peut le constater. Puis il y en a d'autres, ils vont vouloir éplucher tout ça. Parce que le besoin de contrôle est très différent d'un individu à l'autre. Et ça dépend aussi de notre structure émotionnelle. Si moi, je suis un angoissé, que j'ai du mal à faire confiance dans l'absolu parce que je suis très terrien et comme saint Thomas, je vais avoir besoin de ces éléments de réassurance. Voir pour croire. Oui, ouais. Si je suis plus intuitif, empirique et que je me laisse emporter par mes sensations et que je suis sur une autre dimension que celle du réel que j'évoquais avant, en fait, et c'est une dimension plus symbolique, celle que j'évoque là maintenant, ça va avoir moins d'importance. Parce que ce qui est important à ce moment-là pour moi, c'est l'interaction que j'ai avec la toile. Elle pourrait être peinte par un anonyme. Au fond, elle va générer quelque chose de similaire. Il y a un élément dans le fait que ce soit une personnalité qui est peinte ou produite et qui soit renommée, c'est la fierté qu'on en retire de posséder un objet. Mais ça, c'est encore une autre émotion. Alors là, justement, on en revient à quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que, Grégoire Debuire, est-ce que vous avez quand même un regard là-dessus? En plus, vous êtes ancien commissaire-priseur chez Christie's, je pense qu'on peut le rappeler. Quel regard a le marché de l'art aujourd'hui sur ces nouvelles technologies? Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'arriver vers quelque chose où on voit l'art, une collection d'art, comme un placement financier pur et dur, finalement? Alors, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire Oui. et je vais répondre à votre question. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'en fonction de la personnalité de chacun, il y a une espèce de curseur qu'on déplace plus ou moins à droite ou à gauche. Et effectivement, il y a des personnes qui achètent, dont les motivations premières sont peut-être des motivations de placement, d'autres pour lesquelles c'est l'émotion. En réalité, c'est souvent une combinaison. C'est pas noir ou blanc, c'est un peu les deux. C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble de choses. Donc c'est très variable en fonction des personnalités, du moment, de la situation financière, etc. de chacun. Mais on peut dire une chose, c'est que la provenance, parce qu'on a évoqué la provenance finalement tout à l'heure, la provenance joue de plus en plus. Ça devient un facteur vraiment déterminant. Plus l'œuvre d'art est importante, plus la provenance va jouer.
le même objet ayant appartenu à Yves Saint Laurent ou n'ayant pas appartenu à Yves Saint Laurent ne se vendra pas du tout le même prix. Parce qu'il y a la notion également de storytelling qui va avec et qui, là aussi, a pris une importance. On a envie de se raconter une histoire avec une œuvre d'art, de savoir que objet, ça fait voyager. le tableau était dans le musée de l'Ermitage, c'est plus intéressant. Et c'est là où chacun d'entre nous, on n'a pas le même rapport à une œuvre d'art, mais comme aux gens, en fait. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des œuvres d'art à notre manière. Il y en a qui sont jugées plus ou moins belles. Moi, je pourrais vous trouver très beau ou esthétiquement bien équilibré, ou pas. Ça dépend. Mais une œuvre crée un rapport particulier avec celui qui la regarde ou qui l'admire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont sensibles à ce qu'il y a de manière concrète dans l'œuvre. Ce qui se passe, quelqu'un qui s'appuie, il y a une mise en scène très précise et ça correspond à quelque chose dans l'histoire. Et ça nous renvoie à une part importante pour nous qui est celle du réel. C'est-à-dire le réel, c'est quelque chose de tangible qui a une fonction extrêmement importante pour nous. Puis des personnes ne sont pas sensibles à ça. Elles sont dans le storytelling, c'est-à-dire que c'est l'imaginaire qui nous emporte. L'imaginaire, c'est la passion qu'on va avoir avec l'œuvre et qui fait qu'on a une vision et posséder l'œuvre, c'est presque une mission personnelle et on n'est pas du tout dans le réel. On n'est même plus attaché à l'œuvre, on est attaché à tout ce qui vient avec, à l'imaginaire qui est créé autour de cette œuvre. C'est un projet, parce qu'il y avait quelque chose de particulier, il y avait un idéal que portait la toile ou l'œuvre. Et puis il y a une troisième dimension, qui est la dimension strictement symbolique, et là c'est le sens que l'œuvre nous évoque. C'est-à-dire qu'il y a un miroir dans l'œuvre, si on prend une peinture, ce miroir, il va avoir un sens particulier pour nous. Et chacun d'entre nous, on est interpellé en fonction de ces dimensions. Et on ne le sait pas à l'avance. On n'a pas les clés de décodage. C'est ce qui fait que probablement le curseur, oui. Et heureusement, ça perdrait un peu de charme. Et alors vous, Benoît, quand vous entendez ça, par exemple, est-ce que quand vous parlez de blockchain à un commissaire-priseur d'un certain âge, comment est-ce qu'il réagit à ça? Parce que, oui, bon... Ce qui est important, dans un premier temps, c'est justement de faire le tri entre les différentes technologies pour ne pas qu'en fait, toutes ces technologies ressemblent à un énorme gloubi-boulga qui fait extrêmement peur, et de prendre chaque technologie les unes après les autres, et notamment la blockchain, et surtout commencer par les solutions que ça va pouvoir apporter. Il est très important en fait pour le commissaire-priseur, dans un premier temps, que ce ne soit pas une solution à la recherche d'un problème en fait, et prendre la question à l'envers. Deuxièmement, c'est aussi de lui expliquer que même s'il ne s'en empare pas, son environnement va s'en emparer. C'est-à-dire que d'autres secteurs, que ce sont avec lesquels il interagit quotidiennement, se sont déjà emparés de la technologie blockchain. Je pense notamment aux huissiers de justice, je pense aux transporteurs, je pense à l'assurance également, à la banque. Et le commissaire-priseur, au quotidien, interagit avec ces acteurs et dans ce cadre, doit être au fait des possibilités et des limites de la blockchain. Donc ça devient un outil indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est voué à passer par la blockchain d'une certaine manière. Oui, mais on ne s'en rendra pas compte. Je prends un exemple très simple, par exemple le processeur. Le processeur, il est partout autour de nous, constamment, que ce soit dans un micro, dans une caméra, même dans votre micro, dans votre voiture, dans une télécommande. On l'utilise en permanence. Pourtant, je ne crois pas qu'une grande partie de la société soit en mesure d'expliquer comment fonctionne le processeur. Tout ce qu'ils savent, c'est inséré dans les mœurs, ça dans les inséré, usages, c'est utile, c'est même indispensable aujourd'hui, comme le téléphone. Et il nous est impossible aujourd'hui de prétendre savoir l'immensité du potentiel de la blockchain, exactement comme le téléphone. On vous aurait questionné sur le téléphone au moment où il était sorti, vous auriez dit, écoutez, c'est comme un téléphone fixe, sauf que je peux l'emporter avec moi partout pour téléphoner. Aujourd'hui, la fonction téléphone sur un téléphone portable, c'est anecdotique. Personne à l'époque aurait pu déjà imaginer qu'il y aurait un écran dessus, qu'il n'y aurait même plus de clavier et que les fonctions seraient par exemple d'aller sur Internet et de regarder la télévision. Donc on n'est pas encore en mesure d'avoir la réalisation complète de la blockchain, mais seulement de pouvoir estimer son potentiel. D'accord. Et donc, donc bientôt on va blockchainer comme on textote. Donc comment est-ce que ça vous interpelle pas un peu de vous dire, finalement on arrive
on est en train de glisser vers quelque chose de plus en plus technologique. Vous avez prononcé un mot intéressant. Vous avez dit les gens ont peur de la blockchain parce qu'ils ne connaissent pas. L'inconnu nous fait peur. Tout à fait. Donc il faut un temps d'apprentissage, de pédagogie. Ça a été pareil avec le téléphone. Il faut l'éprouver. Il faut s'en rendre compte parce que le fait de l'éprouver, justement, c'est comme si on amadouait notre émotion. Le fait d'éprouver. Donc ces processus-là, ils sont fondamentaux. Et tout le numérique, en fait, ça me fait penser à une analogie que je rencontre en entreprise. C'est que moi, je rencontre des personnes en entreprise qui considèrent que ce qui est important, c'est la compétence. C'est-à-dire que leur croyance, c'est les résultats parlent d'eux-mêmes. Ben, on pourrait considérer que l'art est la mise en valeur de la compétence dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, il y a des personnes donc, qui ont cette croyance, et puis elles voient quelqu'un qui réussit parce qu'il parle bien de ce qu'il fait. Et donc c'est suspect pour eux, parce qu'ils se disent, ouais, mais en fait, lui, il a eu un poste que moi, j'ai pas eu, alors que je suis plus compétent que lui, mais parce qu'il sait bien parler, il sait bien le mettre en valeur, bah, c'est lui qui a eu le poste. Ben, j'ai le sentiment qu'au fond, il pourrait y avoir le même rapport entre l'art et la technologie. La technologie, c'est un moyen de mettre en valeur l'art, sans la détourner de son fondement. Et tant que peut-être on n'aura pas réalisé ça, on sera toujours méfiant, comme celui qui est méfiant qui dit, bah oui, lui c'est un beau parleur, hein, il discute avec tout le monde, mais quand il faut faire les choses, il ne les fait pas vraiment, c'est suspect. Ben, il y a peut-être cette suspicion à l'égard de la technologie, parce qu'on peut considérer qu'elle détourne l'art de son véritable destin. Or, elle ne fait juste que la mettre en valeur, et c'est essentiel. C'est un outil. Et oui, C'est pas la finalité, c'est ce que j'explique certaines fois à des salariés en entreprise. Vous pouvez être le plus compétent de la Terre, si vous ne vous mettez pas en valeur, si vous ne vous rendez pas visible, personne ne le saura. Ben, c'est pareil avec une œuvre d'art. Et on n'a pas envie de les oublier, donc merci de les mettre en valeur avec la technologie. Donc alors moi, du coup, j'ai une question pour Grégoire Debure, parce que ce qui est intéressant avec cette avancée technologique, on sait que dans certains musées, et même beaucoup de musées maintenant, il y a des copies de sécurité en cas de problème. Est-ce que dans 30 ans, je dis n'importe quoi, on peut envisager d'avoir des reproductions et non l'original, ou même des reproductions numériques dans un musée Jusqu'où ça peut aller? Ça, c'est un grand Jusqu'où débat. ça peut aller trop loin? Si on est face à une œuvre, on est face à deux œuvres. Il y en a une qui est l'original et l'autre est une copie parfaite, mais vraiment parfaite. Je pense, je peux me tromper, je parle sous votre contrôle, mais je pense que si on vous dit que la bonne, l'authentique est la fausse et que celle qui est la fausse est l'authentique, vous aurez plus d'émotion devant la fausse que devant l'authentique. Oui, en imaginant, là là on est dans une projection Oui, oui. évidemment, en imaginant qu'on ait deux copies absolument identiques. Bon, mais c'est philosophique. Mais oui, mais Il y a Benoît c'est la qui valeur. voudrait réagir. Après, vous parlez justement de copies qu'on pourrait exposer, mais aujourd'hui, l'aspect numérique et digital a intégré l'ensemble du processus de l'art. C'est-à-dire que l'artiste s'empare des moyens numériques pour créer l'œuvre, ensuite utilise les réseaux sociaux et les plateformes numériques pour diffuser et vendre son œuvre, qu'aujourd'hui les collectionneurs, et très probablement dans les décennies à venir, les grands collectionneurs seront issus du monde de la tech et qu'eux auront des goûts en rapport avec leur histoire. On voyait notamment, vous présentiez sur votre site, la carte mère du premier Apple. Absolument. Et ça véhicule une émotion extrêmement forte chez certains nouveaux collectionneurs. Lorsqu'on parle d'œuvres d'art, et là je parle en tant que collectionneur de dessins originaux de bande dessinée, faits à l'encre de Chine par des dessinateurs, très bien. Aujourd'hui, des originaux, il n'y en a plus, parce que les dessinateurs de bande dessinée, dans la grande majorité, travaillent directement sur tablette. Donc le travail sur écran est l'original. Est-ce qu'on considère cet original comme une œuvre d'art? C'est le grand débat. Est-ce que c'est l'œuvre d'art ou est-ce que ça n'est finalement qu'un croquis ou un travail préparatoire et l'album est l'œuvre d'art définitive? C'est à chacun de juger. D'ailleurs, il y a une question qui est assez parallèle, c'est est-ce que quand une intelligence artificielle génère une œuvre d'art, qui est l'artiste? L'auteur. Et est-ce que c'est l'ingénieur qui a conçu l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle elle-même? Mais à ce moment-là, il Compliqué faudra de- payer l'intelligence artificielle si on lui achète son œuvre. Oui, Pourquoi pas? Une autre question, est-ce que vous pensez aussi qu'il y a dans cette numérisation, est-ce qu'il n'y a pas une manière de conserver des œuvres qui pourraient être détruites en cas de conflit? Voilà, touchons du bois, mais on n'est jamais à l'abri d'un conflit. Est-ce que, ou même d'un feu, de quelque chose qui se déclare dans un musée, est-ce que ce serait une manière aussi de conserver? il y a des démarches c'est la déjà mission qui de ces vont dans ce sens de scanner par exemple des œuvres d'art en très haute résolution pour pouvoir avoir un état
à un moment A et pouvoir éventuellement avoir cette trace en cas de problème. Par exemple, nous, on a développé une chose, on a un algorithme qui permet, quand vous scannez, je vous ai montré des œuvres d'art, vous scannez un tableau à un moment A, il part par exemple à l'étranger pour une exposition, il revient un an après, vous le scannez à nouveau. Comme on capte la topographie, la reflectance, la colorimétrie, toute la texture, enfin énormément de propriétés, un algorithme va pouvoir immédiatement faire ressortir toutes les différences et donc l'évolution de l'état. C'est un condition report sur le temps, quoi. C'est-à-dire c'est espacé un peu. Pas exactement ça. C'est vraiment, vous avez. Je peux vous montrer si vous voulez. Oui, bien sûr. Montrer. Ça, c'est un tableau qui avait été scanné une première fois. Un restaurateur avec lequel nous travaillons s'est amusé à mettre du vernis, à faire un point avec un petit trou avec une pointe d'épingle et à étirer des craquelures. On a rescanné l'œuvre et notre algorithme est venu isoler exactement les différences. Donc vous avez le vernis qui a été ajouté, il apparaît là, le point de l'aiguille et les craquelures qui ont été étirées. Alors ça ne remplace pas l'expert, ce qui est très important, c'est un outil pour l'expert. Alors donc c'est d'où ma prochaine question. Il faudrait peut-être juste que je vous montre quand même toutes les fonctions. Oui, bien sûr. Parce que je suis désolé, mais ça permettra vraiment de comprendre. Là, par exemple, on a posé un scanner dans une maison de vente que je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Tagen. Et donc, on a inséré, si vous voulez, nos formats, nos images 5D interactives, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, et puis également des vidéos, parce qu'on a un petit outil type iMovie qui permet de générer des vidéos à partir des fichiers que l'on génère. Et donc, c'est une nouvelle génération de catalogue de vente. Donc, on peut tourner les pages. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Et puis, automatiquement, en tournant la page, vous avez une vidéo qui se lance en français ou en anglais. Si j'appuie sur le petit drapeau français, je vais l'entendre en français. Je peux l'agrandir. Et vous voyez, on est dans l'œuvre d'art, on voyage, et surtout, on explique ce qu'est l'œuvre d'art. Et évidemment, le discours est en relation avec ce que l'on voit. C'est quoi plus intéressant qu'un catalogue? Parce que non seulement on peut le visionner un peu partout, c'est plus facile à transporter, on rentre vraiment dans l'œuvre elle-même. Alors, il y a plusieurs grandes tendances. La première tendance, c'est qu'on est de plus en plus sur notre smartphone, et ça fonctionne extrêmement bien sur smartphone, on voit très bien. Et la deuxième grande tendance, c'est que la vidéo commence à suppléer l'écrit de plus en plus. Et donc là, on remplace l'écrit par la vidéo, tout simplement. On fait des petites capsules d'1 minute parce qu'on a remarqué, toutes les études confirment que 1 minute, c'est le bon format. On peut faire plus long, plus court. Et en 1 minute, on arrive à... Avec le son, par contre, qu'on va essayer de... Je vais essayer peut-être d'éteindre le son. Exactement. Vous dites. Voilà. Et donc, si vous voulez, en 1 minute, on arrive à raconter une histoire et à remplacer les textes qui sont dans le catalogue. Si on peut résumer ça, vos clients, par exemple, seraient aussi bien des maisons de vente que des experts, que même des acheteurs Absolument. Des particuliers? Quand on achète à distance, et on achète de plus en plus à distance parce que le marché de l'art, c'est complètement globalisé, il y a un plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir avoir l'œuvre dans les mains, tout simplement. On a besoin d'être rassuré et d'avoir une émotion. Donc, notre technologie permet, d'une part, d'avoir de l'émotion, ça on vient d'en parler, et également de rassurer l'acheteur potentiel, parce qu'il voit l'œuvre d'art dans ses moindres détails. Il peut, si la maison de vente souhaite mettre l'image 5D interactive UV, elle peut le faire, et donc on peut à ce moment-là se balader dans l'image en UV pour voir la restauration. Bientôt, on fera également les infrarouges, et la personne peut éventuellement contacter un expert qu'elle connaît, avec lequel elle a l'habitude de travailler, pour lui demander son avis. Donc l'œuvre très accessible qui circule, on reprend encore un peu le concept de la blockchain, on revient. Exactement. Pour reprendre un exemple, un fait, c'est lorsque la maison de vente aux enchères Christie's est apparue, l'électricité n'existait pas encore. La voiture n'existait pas, le train n'existait pas, le téléphone, on n'en parle même pas. Donc finalement, cette maison de vente, elle a vu l'évolution de toutes les révolutions industrielles et aujourd'hui la révolution numérique. Et il est évident que les grandes maisons anglo-saxonnes, comme les acteurs nationaux et locaux français, doivent s'emparer de ces nouvelles technologies pour faire évoluer le métier, et de même pour l'ensemble des acteurs du marché de l'art, que sont les foires et les galeries.
Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, on est voué, je parle évidemment dans très longtemps, mais ou peut-être pas d'ailleurs, est-ce que ces maisons de vente ne vont pas avoir finalement un rôle diminué? Est-ce que ça ne va pas plus se développer sur Internet, le commerce de vente aux enchères sur Internet? Est-ce que ça ne va pas être plus accessible, plus simple si on a accès à l'œuvre de cette manière? En fait, ça va oui, bien sûr, mais en fait, ça va se transformer. Pourquoi? Notamment, là, on revient à la blockchain. Si une information rentre dans la blockchain en étant fausse, elle ressortira fausse. Et donc, il y a un travail colossal pour les maisons de vente et pour les experts de jouer ce qu'on appelle le rôle d'oracle, c'est-à-dire que c'est la personne certifiée qui pourra attester de la véracité des informations qui rentrent dans la blockchain, afin que lorsqu'elle ressort, l'information soit toujours correcte. Dans le cas d'un artiste contemporain, ça sera beaucoup plus direct, puisque l'artiste lui-même intégrera les informations et la provenance sera, on dira, pure et parfaite. Robert, Oui. alors, tout ça, qu'est-ce que ça nous évoque? Moi, ça m'évoque une chose, c'est que vous disiez, ça doit provoquer une émotion positive. C'est le plaisir qu'on a à pouvoir regarder une œuvre sous toutes ses coutures. Ouais. C'est d'avoir le sentiment de la posséder avant même de l'avoir acquise peut-être. Mais ce qui est intéressant, et là on voit l'effet du numérique, c'est que le numérique raccourcit le délai entre le besoin ou l'envie et l'acte d'achat. C'est-à-dire que votre pulsion qui serait d'acheter parce que vous avez envie de posséder l'œuvre est d'autant plus forte que vous avez le sentiment, déjà à travers un écran, de la posséder. Donc ça raccourcit probablement. C'est un clic, quoi. On est presque à un clic de l'acheter. Vous vous rendez compte que l'impulsion d'achat, elle n'est jamais aussi vivace que quand on vous met entre les mains un objet. C'est ce qu'on fait avec le numérique. Le média devient un intermédiaire émotionnel qui vous permet de ressentir, et c'est plus l'iPad, si là c'est un iPad, c'est plus l'iPad qu'on ressent, c'est la toile qu'on regarde. L'outil, il s'efface. Et donc le lien, c'est comme quand vous achetez un objet en réel, quand on vous le met entre les mains, c'est beaucoup plus difficile de le déposer et de dire « bah non, je ne l'achète pas ». Et on est confronté à ça. On l'a déjà, c'est-à-dire qu'on le possède déjà en fait, rien qu'en le regardant. Exactement. Et si c'est un besoin financier, parce qu'on est un investisseur, ça peut nous aider à aller plus vite. Si on est purement un amateur d'art, l'effet est encore plus fort, parce que vous avez le sentiment de pouvoir tourner l'œuvre sous toutes ses coutures, de l'admirer, et déjà, vous avez établi un lien avec elle. Parce que c'est ce lien émotionnel qui fait que vous allez l'acheter. S'il n'y a pas de lien qui se passe, regardez, vous n'avez qu'à regarder les personnes qui passent dans des musées. Il y a celles qui passent très vite devant une œuvre et puis celles qui s'arrêtent. La personne qui s'arrête, elle est en train d'établir un lien avec cette œuvre. Et ce n'est pas innocent. Et heureusement, elle est très fatiguée, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. mais peut-être que du coup, la toile ou l'œuvre aura un effet apaisant et ça va lui redonner de l'énergie. Et rien que ça, elle va peut-être revenir en se disant « tiens, elle m'avait provoqué ça et je veux le revivre ». Parce qu'il y a un effet nostalgique aussi qui est très fort dans la consultation de l'œuvre d'art. C'est une expérience émotionnelle. Et vous parliez de mémoire tout à l'heure, parce que la blockchain, ça permet d'associer la mémoire à ça. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans le cerveau, on ne le sait peut-être pas, mais la mémoire et l'émotion sont stockées au même endroit. C'est dans le cerveau limbique. Et donc, mémoire et émotion sont extrêmement liées. Et vous savez très bien que les souvenirs qui sont les plus vivaces, c'est ceux qui sont le plus chargés en émotions. Donc la blockchain, en fait, c'est la mémoire aussi, et elle peut jouer. C'est une mémoire sensorielle. Madeleine de Proust. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ça pourrait. Oui, en fait, ça permet en fait de pouvoir se projeter dans cette mémoire parce que justement, on saura qu'elle est véridique et qu'elle n'a pas été faussée. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle peut permettre, comme vous l'aviez dit, d'instaurer un climat de confiance dans lequel le collectionneur va pouvoir libérer en fait justement son émotion parce qu'il aura eu la certitude auparavant que l'œuvre est authentique, donc de pouvoir accéder au storytelling, donc de pouvoir accéder à l'émotion. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des souvenirs qui viennent à nous. Parfois, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. Là, vous avez par une odeur, un toucher. Et là, vous avez la garantie que c'est vrai, grâce à la blockchain. Exactement. Donc, ça a cette vertu-là, au fond.
Et puis en même temps, alors, je parle d'un point de vue purement commercial, quand on parle d'acheter une œuvre sur Internet, est-ce que par exemple, c'est pas aussi un petit peu plus relaxant? C'est-à-dire que vous n'avez pas la pression du vendeur dans une salle de vente aux enchères, vous n'avez pas la pression de la salle, la pression des autres acquéreurs qui vous regardent. Il y a une excitation, mais est-ce que parfois on n'est pas un petit peu plus détendu d'acheter sur Internet où on peut, avant d'aller se coucher, si on peut se le permettre, s'acheter une œuvre d'art ou un objet d'art qu'on affectionne particulièrement? Il y a une analogie qui me vient, on s'est dit quand il y avait le cinéma haute définition qui pouvait rentrer dans nos foyers, certains se sont dit plus personne n'ira au cinéma. Et c'est faux. Et c'est faux. C'est la même chose. Les deux peuvent cohabiter. Les deux peuvent cohabiter. Il y a des moments où vous préférez être chez vous tranquille, de ne pas entendre quelqu'un qui mâche des pop-corn devant vous. Et puis à d'autres moments, c'est un lieu où on va créer du lien. J'imagine que vous qui avez vu des salles aux enchères fonctionner, les gens sont contents de se retrouver. Ils se connaissent, ils ont établi des codes. C'est rassurant pour eux de retrouver les mêmes personnes. Et là, le fait d'avoir du lien, ça crée aussi une émotion favorable. Tout d'un coup, on vit dans une émulation. Et émotionnellement, c'est exaltant. On le voit d'ailleurs justement dans les grandes ventes internationales. En fait, aujourd'hui, on va parler des blue chip collectors, donc vraiment les plus gros collectionneurs au monde, en fait, enchérissent principalement par téléphone ou éventuellement par Internet, mais ils ont un besoin vital et crucial de savoir qu'il s'agit de la grande vente du soir de chez Sotheby's. Oui, il y a un côté prestigieux. Exactement. Ils ont besoin de savoir qu'il y a du monde dans la salle, qu'il y a une excitation, qu'il y a une émulsion pour pouvoir enchérir en fait. Et ça fait partie intégrante de leur processus et de leur expérience. Mais ça concerne un petit pourcentage de collectionneurs, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que pour la majorité des gens qui ont envie d'acheter quelque chose de plus lambda... D'autres mécanismes. Vous allez aux puces ou alors dans la brocante à côté de chez vous, il y a d'autres émotions ou des facteurs qui vont jouer dans votre processus d'achat. C'est ce sentiment à chaque fois que vous allez dans la brocante du coin que peut-être que là, vous allez trouver la perle rare que personne n'a trouvée. Alors en parlant de perles rares, Grégoire de Buire, est-ce que vous avez d'autres perles à nous montrer sur ce bel écran? Ça, c'est un tableau en UV. Donc on voit l'image UV, en là, on voit l'image ultraviolet. UV avec le film. Exactement. Ce qui est assez beau déjà en l'état. C'est vrai, c'est pas mal. L'émotion, c'est quelque chose de très personnel. C'est déjà pas mal. Voilà, exactement. Donc en fait, par phénomène de fluorescence, des repeints apparaissent de façon sombre, sont marqués. Donc là, on a ce tableau sous forme interactive. Et en le regardant de près, on voit une tache ici. Vous la voyez? Oui, je la vois bien. Donc ça, c'est un repeint. Ça a été Et bien repeint ici, dessus, c'est une retouche. absolument, c'est une retouche. Voilà, donc grâce à ce filtre UV, à cette Et on voit ces ce qu'il y a rayons en UV. dessous. Non, Avant la on pourra retouche. bientôt le faire dans quelques mois, semaines, si on est optimiste. En tout cas, moi, on fera également automatiquement des captations en UV. Donc quand on scannera une œuvre, on aura donc tout ce que je vous ai montré, plus l'image UV qu'on a déjà, et bientôt l'infrarouge en plus, qui permettra de voir les sous-couches. Et moi, j'ai une question avec tout ça. Est-ce que ça gâche pas un peu le plaisir de tout savoir? Ça, par exemple, quand vous regardez un bon film sur un écran, vous n'avez pas forcément envie de savoir que le comédien qui est sur sa moto à 350 à l'heure sur une autoroute à contresens des voitures est en fait sur un fond vert. Est-ce que là, on a vraiment besoin est-ce qu'on a envie même de vraiment savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il y a derrière cette tâche? Est-ce que ça garde pas un petit mystère pour est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'ajoute à ça dans la mémoire sensorielle, dans l'histoire, dans le storytelling? Vous répondez en quelque sorte à la question, parce que vous prenez l'exemple du cinéma et du fond vert. Sauf que quand vous regardez le film, vous l'avez oublié le fond vert, vous avez été emporté. Ben là, c'est pareil. Si on vous montre un documentaire après, on vous dit bah voilà comment a été fait, vous regardez le making-of. Mais qui va le faire? C'est pas l'intention du spectateur, c'est le professionnel. C'est Donc ça répond à un besoin. Là, on est dans des applications qui ne sont pas liées à l'émotion, des applications qui sont techniques. En fait. Oui, mais ça rassure celui qui regarde de pouvoir vérifier ou de comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a toujours une fonction. Et après, il y a la vérification. Oui, donc, ça répond à une émotion, qui est la réassurance, de vérifier qu'on a bien ce qu'on pense que ça devrait être. Donc, de toute façon, il y a des émotions. Enfin, l'être humain, tant qu'il est vivant, il ressent des émotions. Donc après, il les manage différemment. La capacité justement à retrouver tous les croquis, enfin les dessins paratoires qui sont sous la peinture, qui sont également extrêmement intéressants pour pouvoir comprendre le travail de l'artiste. On est tous aussi, on adore retourner les tableaux pour pouvoir retrouver une écriture, un commentaire de l'artiste, un message qui est encore dans passé. le storytelling, quoi, une petite Bien histoire sûr, c'est ça qui fait toute la valeur d'une
d'une pièce. Vous avez peut-être quelque chose à nous montrer. Allez-y, bien sûr. Je ne vous ai pas encore tout montré, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un rapport de conditions. Donc, on le fait de façon interactive, comme je vous ai montré, et on le fait également en vidéo. Donc, par exemple, vous avez ici une vidéo qui vous explique. Alors, on met des petits fanions, vous voyez, qui permettent d'avoir des points d'intérêt. Et puis, on peut mettre des commentaires audio ou écrits qui vous expliquent que là, par exemple, il y a un soulèvement de matière, qu'ici, il y a un repeint, ce genre de choses. Donc là encore, on va vers du didactisme, de la transparence. De l'interactivité. Vous voyez, je reprends. Alors, c'est un peu difficile pour moi parce que je le fais à l'envers. Voilà, je reprends la main sur l'image pour aller chercher quelque chose. Là, on a tous les petits points d'intérêt, par exemple. Et puis, bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Allez, hop, je relance. Alors, Grégoire Debure, j'ai envie de vous poser une question. Quel est le lien entre ce que vous faites et la blockchain ? Alors, quand on scanne une œuvre, on capte son empreinte digitale, c'est-à-dire des propriétés qui font qu'elle devient infalsifiable. Son ADN, quoi. Son ADN, exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et une des problématiques de la blockchain, c'est de lier l'objet physique aux informations qu'il y a dans la blockchain. Et bien, grâce à ces informations que nous avons captées, on assure le lien entre donc les informations dans la blockchain et l'œuvre physique. Exactement, puisqu'on touche à une des limites de la blockchain, c'est que la blockchain est en capacité de gérer des informations numériques ou immatérielles. En revanche, elle a énormément de mal et elle est en incapacité de pouvoir relier l'information numérique à l'objet physique. Et c'est à cette question que tente de répondre justement Artmin. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je suis obligé malheureusement de clore ce débat, mais qu'il y aura peut-être une suite très bientôt. Merci pour vos interventions. On a eu des choses passionnantes sur le rapport entre les nouvelles technologies et l'art. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver évidemment cette émission sur le site de Bitwin. Au revoir.